bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire ce soir intitulé Vivre avec le Parkinson, vivre le Parkinson en famille, outiller vos enfants et ados pour mieux faire face. En fait, beaucoup de gens s'imaginent que le Parkinson survient uniquement plus tard dans la vie, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et il y a plusieurs parents qui vivent avec la maladie, qui ont des enfants en bas âge ou des adolescents. Et donc, c'est pour cette raison qu'on propose ce webinaire. Alors, ce soir, on va avoir la chance d'être accompagné par Valérie Boucher, qui est chargée de projet au regroupement des aidants naturels de Montréal et qui œuvre depuis plus de 25 ans dans le milieu communautaire. Elle a développé une expertise en jeunes proches aidance et son expérience auprès des familles, des jeunes, des milieux scolaires va nous permettre de mieux comprendre ce que vivent les enfants et les ados et comment les accompagner sans les surcharger. Le webinaire va prendre la forme d'une conversation entre Valérie et moi. J'ai des questions à lui poser. Je me suis aussi inspirée des questions que l'on a reçues dans le formulaire d'inscription. Et Valérie va pouvoir nous partager ses réponses, ses exemples et des pistes concrètes d'intervention. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à cliquer en bas de votre écran sur l'icône Q&A pour poser vos questions. Et à la fin, on va pouvoir prendre un petit moment pour y répondre. Et dernière chose, avant de commencer, ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Alors, bonjour Valérie, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Merci de m'accueillir. C'est vraiment super d'être là ce soir, vraiment. Mais avec plaisir, merci à toi pour ton temps. Donc, le premier bloc de questions va porter sur reconnaître le rôle des jeunes proches aidants. Et ma première question, qui est évidemment assez générale, c'est qu'est-ce que c'est un jeune proche aidant? Oui, c'est ça. Il faut s'entendre sur la définition pour savoir si dans notre entourage, il y en a des jeunes proches aidants ou pas. Vous allez voir, je vais utiliser jeunes proches aidants, JPPA pour les initiés, jeunes personnes proches aidantes. Donc, jeunes aussi, toutes sortes d'acronymes pour parler de ces personnes-là. Si j'y vais avec la définition, et une définition officielle, en fait, parce qu'au Québec, vous savez qu'on a une loi, une politique, puis un plan d'action concernant les personnes proches aidantes. Et la définition des jeunes proches aidants fait partie des grandes définitions qu'on s'est données. Donc, on va considérer qu'un jeune proche aidant est une personne âgée entre 6 et 25 ans qui va offrir des soins, des services, du soutien émotif, de l'accompagnement à un proche qui va se retrouver avec une incapacité physique ou mentale, une incapacité qui va être soit permanente, soit temporaire. Quand on parle d'incapacité, naturellement, là, on parle de handicap, de problèmes de santé mentale, de troubles de neurodéveloppement, comme l'autisme, des maladies ou des maladies chroniques. Quelqu'un qui aurait eu un accident qui est alité pour les 6 prochains mois, des personnes qui ont des problèmes de dépendance, des différents types de dégénérescence qui sont dus à l'âge également, quand on parle d'incapacité ou de perte de capacité. Donc, euh, et j'aurais envie aussi de dire qu'il faut ajouter à cette liste-là, il faut penser aux jeunes aussi qui sont issus de l'immigration et qui vont soutenir un proche qui va soutenir un proche qui ne parle pas la langue et qui va faire de la traduction puis qui va accompagner son proche dans les activités quotidiennes pour que le proche puisse bien comprendre la langue. Donc, c'est la grande définition qu'on a par rapport à qu'est-ce que c'est un jeune proche aidant. Les liens qui vont unir le JPPA puis la personne, ben, c'est vraiment très variable, hein. Ça peut être les grands-parents, un parent, un frère, une sœur. Rappelez-vous de la définition, on va jusqu'à 25 ans. Donc, un ami, un conjoint, une conjointe.
Et puis, ce qu'on sait aussi sur les jeunes proches aidants, c'est qu'ils vont plus souvent aider un membre de leur fratrie, une mère ou des grands-parents. Et puis, ouais, c'est ça. Ça va, Ouais, c'est pas mal ça pour la grande définition, je pense. bah, c'est très complet, merci. Puis, est-ce que tu peux nous dire un peu la différence entre aider? Bah là, ma question c'était un parent, mais ça peut être une autre personne. Mais la différence entre aider et être un jeune proche aidant. Oui, oui, parce que des fois, ça peut être flou, hein. Donc, on va considérer qu'un jeune est un jeune proche aidant lorsque la nature des soins puis du soutien qu'il va offrir à la personne aidée est supérieure à ce qu'on demande habituellement à un jeune du même âge. Puis là, j'ai plein d'exemples pour vous. Comme par exemple, quand on a 12 ans et qu'on aide son parent à gérer sa médication. Moi, j'ai une fille de 13 ans, elle a de la difficulté à mettre sa vaisselle dans la vaisselle. Donc, on comprend tout de suite que c'est une tâche que habituellement un jeune ne fait pas. Quand un jeune va offrir du soutien émotionnel à un parent qui souffre de dépression euh, ou, euh, euh, ou un jeune qui va s'occuper des finances, qui va rapporter des sous à la maison pour aider le parent qui a une perte de salaire dû à la maladie. Donc, donc là, on est vraiment dans la définition de ce que c'est un jeune proche aidant. Donc, des tâches qui sont habituellement pas réservées, qui sont inhabituelles et beaucoup plus grandes que les tâches qu'on donne habituellement à des jeunes du même âge. Donc, ça, c'est une première chose que je pourrais vous dire sur la différence entre aider et entre être un jeune proche aidant. On veut que nos jeunes, tu sais, euh, aider, c'est de s'autonomiser normalement dans la mesure de, dans l'idée que nos parents veulent nous rendre à un moment donné autonomes. Mais là, on n'est pas là-dedans. On, pas qu'on impose, mais la vie fait en sorte que on a beaucoup plus de tâches puis de responsabilités que les autres jeunes de notre âge. Puis, j'aurais envie aussi de vous parler souvent les jeunes proches aidants vont avoir deux rôles. Il y a le rôle de jeunes aidants principaux. Donc, c'est des jeunes proches aidants qui vont s'occuper directement de la personne qui a besoin de soutien. Donc, vont donner des soins, vont accompagner, vont soutenir directement la personne. Et il y a aussi les jeunes proches aidants secondaires qui vont prendre un rôle de soutien à un parent ou un proche qui ne peut pas tout assumer ses responsabilités, donc qui va venir supporter ce parent-là en faisant, en mettant la main à la pâte. L'exemple le plus facile que je pourrais vous donner, une personne a le Parkinson commence à avoir une mobilité qui est peut-être un peu plus réduite, que c'est beaucoup plus difficile. Euh, ben, le grand frère, la grande sœur va s'occuper d'aller porter puis chercher les frères, les sœurs à tous les jours à l'école, va s'occuper de faire certaines tâches ménagères qui sont plus difficiles peut-être pour le parent. Donc, va pas donner des soins ou du soutien directement à son parent, mais va venir mettre la main à la tâche pour les tâches que le parent peut pas faire. Mhm. Et là, pour l'enfant ou en tout cas la jeune personne, euh, ça va être quoi les signes qui peuvent indiquer qu'un enfant est affecté par la maladie? Ben, j'aurais envie de dire qu'il y en a plusieurs. J'ai envie de parler, en fait, ben, naturellement, comme pour tous les proches aidants ont des difficultés en commun, hein.
on va souffrir un peu plus de stress et d'anxiété. On a certains problèmes physiques, surtout si on doit aider la personne physiquement. Donc, des maux de dos, des maux de bras. Naturellement, les jeunes, pour beaucoup des jeunes, ben, ils sont à l'école. Donc, on va pouvoir voir une baisse dans les résultats scolaires. Ils sont plus à risque naturellement de décrocher. Les jeunes proches aidants vont vivre plus d'isolement parce que souvent, ils sont très sollicités à la maison, donc ont moins de temps pour participer aux activités parascolaires, être avec leurs amis. Donc, ça va créer de l'isolement. Euh, les jeunes, euh, les jeunes proches aidants vont aussi avoir plus de limitations dans les perspectives professionnelles. On sait que c'est des jeunes qui sont très, très proches, des gens qui s'occupent et ils vont faire des choix en conséquence de l'aide qu'ils apportent. Comme par exemple, je vous donne un exemple facile. Il y a un programme, je suis une jeune personne proche aidante, il y a un programme qui m'intéresse super gros aux îles de la Madeleine. Mais je sais que si je pars, ma mère aura plus mon soutien quotidien. Je vais souvent décider de pas aller étudier aux îles de la Madeleine, puis de rester avec ma mère à Montréal. Euh, donc, c'est ça. On sait aussi que les jeunes proches aidants sont plus à risque de souffrir d'intimidation, d'être victimes d'intimidation aussi. Donc, c'est des signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, se rendre compte que ça va pas. J'aurais envie, le portrait n'est pas tout noir non plus, fait que j'aurais envie de vous parler peut-être des impacts positifs qu'a la jeune proche aidance sur les jeunes. Ils vont avoir un plus grand sentiment d'utilité et de compétence, ils développent une plus grande maturité, ils développent la compatie, la compassion. C'est des jeunes qui s'adaptent vraiment super bien à plein de situations. Euh, Acceptent plus les différences aussi chez les autres, comprennent que le monde est pas un bloc monolithique, puis il peut arriver plein, plein d'affaires dans la vie. Donc, ils ont ces capacités-là également. Et pour compléter, peut-être, quels comportements peuvent sembler ordinaires, enfin normal, mais en fait, que ça cache une détresse ou une surcharge de la part du jeune proche aidant? Euh, ben, cette question-là est un petit peu difficile parce que dans le sens où je vous ai nommé là, peut-être différents signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, comme par exemple une baisse des résultats scolaires, un jeune qui nomme son anxiété ou qui dort mal, s'alimente moins bien. Il faut rester à l'affût comme proche, comme parent de ces signes-là. Vous êtes toujours les mieux placés pour voir les différences chez votre enfant. Je me disais aussi, quand je réfléchissais à cette question-là, c'est d'être attentif aux échos qui viennent de l'extérieur de la maison, parce que ça se peut que votre jeune, s'il a un jeune proche aidant puis qui aide dans le quotidien à la maison, euh, veuille pas montrer que ça va un petit peu moins bien parce qu'il ne veut pas inquiéter personne et qu'à la maison, tout se passe bien, tout est bien, bien correct, mais les échos dans son club de sport, dans son équipe de basket, dans son cours de théâtre, à l'école, ben, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont faire Ouh, il me semble que, je me prends tout le temps en exemple, il me semble que Valérie est plus nerveuse que d'habitude. Elle a de l'air fatiguée, des profs qui vous écrivent, qui font, hey, Valérie, elle adore beaucoup sur son bureau ces temps-ci. Donc il faut il faut utiliser il faut se faire confiance. Puis quand on le sait, quand notre enfant va un peu moins bien, puis il faut écouter aussi les échos de ce qui se passe à l'extérieur parce que ça se peut qu'à la maison, votre jeune se comporte comme un charme. Et comment, comment valider, reconnaître leur vécu sans les surcharger, reconnaître leur rôle aussi de jeunes proches aidants? Ben,
Je pense que on reconnaît le rôle que le jeune joue au sein de notre famille, ben, le jeune va vraiment mieux s'emporter parce il va être plus capable en fait de trouver son propre équilibre. Il va être capable d'identifier ses besoins et ses limites aussi. Euh, Puis quand on comprend c'est quoi notre rôle, quand on comprend c'est quoi notre besoin, puis on est capable d'exprimer tout ça, ça veut dire qu'on est peut-être aussi capable d'aller chercher ou d'accepter l'aide qu'on va nous offrir. Euh, Quand on est jeune, c'est ça, quand on est jeune, j- j- quand on est jeune, je pense qu'il y a quelque chose qui est important quand on est un jeune proche aidant, d'aller valider comme adulte les émotions qui sont vécues à travers ce rôle-là, hein. Les groupes de soutien sont des bons endroits pour se rendre compte, pour qu'un jeune puisse se rendre compte qu'il n'est pas tout seul. Euh, Souvent puis dans les écrits, ce qu'on sait, c'est que le groupe de soutien est la première chose qu'un un jeune nomme de ce qui pourrait être le plus aidant pour lui. D'être capable de se reconnaître, de voir qu'il n'est pas tout seul, de valider aussi ce qu'il est en train de vivre, de le faire avec ses pairs, ça, c'est vraiment super aidant. Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire aussi? Euh, Peu importe c'est quoi la maladie, je pense que quand on reçoit un diagnostic, notre vie change à nous. Fait que je pense que, il faut reconnaître que la vie change aussi pour les gens qui nous entourent, donc nos enfants, nos petits-enfants. Euh, c'est certain que l'acceptation de la maladie, si nous, on accepte notre maladie, ben, ça va aider les membres de l'entourage à l'accepter aussi. Donc, je pense que dans l'idée de de pas traîner une grosse charge, tu sais, d'être capable d'en discuter, que ça soit quelque chose qui soit ouvert, qu'on accepte les émotions qui viennent avec. C'est important pour pas surcharger émotivement le jeune. Puis quand on parle de décharger de façon très, très concrète, je pense que quand on accepte comme adulte l'aide qui nous est proposée à l'extérieur, ça, c'est important pour un jeune parce que ça veut dire que ça lui laisse de l'espace pour faire autre chose. Prévoir le futur aussi parce que la maladie va évoluer, puis les besoins qu'on a aussi comme personne atteinte vont évoluer. Fait que de ne pas se laisser prendre par surprise, puis d'être capable de prévoir, ça va nous aider à faire en sorte que ça n'arrive pas tout d'un coup dans l'assiette de notre jeune, de notre ado, de notre jeune adulte. Donc, de prévoir ce qu'on va avoir besoin comme soin et comme soutien dans le futur. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples concrets de ce que ça peut représenter au quotidien dans une famille qui est touchée par le Parkinson? Euh, c'est intéressant comme question et ça va dépendre de plein de facteurs, hein. Probablement, ben, pas probablement, mais assurément de l'évolution de la maladie chez le jeune, chez la personne, mais également de l'âge du JPPA, aussi du jeune proche aidant. Puis, comme je vous disais, ben, de la condition dans laquelle on est. Fait qu'on peut vraiment imaginer des exemples qui vont être liés à tous les soins personnels, l'hygiène, se laver, s'habiller, la prise de médication, l'aide aux tâches ménagères, les repas. Si, comme je vous disais un peu plus tôt, s'il y a de la fratrie dans cette famille-là, ça se peut très bien que le plus grand de cette gang-là va prendre soin des plus petits, beaucoup, en fait, jouer, aider aux études, aller reconduire à l'école. Naturellement, je ne suis pas une spécialiste du Parkinson, mais je me rendais compte que, en faisant un peu de recherche, qu'il y avait beaucoup
il y avait beaucoup de symptômes qui étaient associés à l'anxiété ou à l'état dépressif. Donc, ça, puis c'est souvent une dimension qu'on oublie quand on parle de jeunes proches aidants et de proches aidants en général, c'est tout le soutien émotif qui va être offert à la personne qui a besoin d'aide, là. Donc, ils vont écouter, encourager, soutenir. Euh, et c'est sûr que la maladie, je pense, amène assurément un réaménagement de son emploi, de la capacité qu'on a à travailler à temps plein, probablement sur le long terme. Ben, ça fait aussi partie des tâches, des responsabilités que les jeunes, j'aurais envie de dire, plus on devient ado, vieux, jeune adulte, mais toute la question de la part financière qu'on va amener pour aider sa famille, que ça soit directement mettre un chèque de paye sur la table ou travailler pour payer beaucoup de ces choses comme vieux ado ou jeune adulte, les vêtements, les frais de scolarité, les livres, etc., etc., là. Donc, ça, c'est une autre facette. Mais comme je vous disais, euh, la nature des tâches va vraiment dépendre de la situation de la personne qui a besoin d'aide et de l'âge de la personne proche aidante. C'est sûr qu'on va jamais demander, tu sais, c'est sûr qu'on ne demande pas la même chose à un jeune qui a 10 ans versus à un jeune qui a 15 ans, qui a 17 ans, qui a 25 ans. Une chose qu'on sait, c'est que, il y a une forte tendance au fait que les tâches vont s'alourdir avec l'âge et les conséquences sur la vie, plus on est un jeune proche aidant longtemps, plus il y a de conséquences négatives à ce rôle-là dans notre vie. Je sais qu'il y a des parents enfin, qui sont touchés par la maladie qui peuvent se sentir coupables de, entre guillemets, faire vivre ça, à leurs enfants ou Ouais. à leurs ados. Avec, ton expérience, Valérie, quel message t'aimerais transmettre à ces parents-là? Euh, ben, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu la question, c'est on choisit jamais d'être malade. Ça, c'est quelque chose. Puis, je sais, étant moi-même parent, qu'on peut se sentir coupable de ben des affaires, hein. Euh, je me souviens que j'avais peur quand ma fille était plus petite de faire quelque chose qui allait la briser, qu'elle allait à l'âge adulte avoir besoin de thérapie pour le reste de sa vie parce que j'aurais fait ou dit quelque chose qui n'était pas correct. Ça a passé à un moment donné, mais j'ai envie de vous dire aux parents qui êtes là avec nous aujourd'hui, c'est que à travers les épreuves, nos enfants, ils font toutes sortes d'apprentissages, hein. Ils apprennent l'empathie, la ténacité dans l'adversité. Ils développent des capacités à s'adapter, à s'entraider. Ils comprennent l'importance d'être entourés, l'autonomie, la maturité, puis j'en passe vraiment. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire dans les épreuves ou dans les bouts un peu plus difficiles dans la vie. Moi, je pense que c'est important pour qu'ils grandissent bien, tu sais. Euh, j'ai envie de dire aussi que si les besoins de base de nos enfants sont comblés, c'est-à-dire, hein, ils ont un toit sur la tête, ils ont à manger, il y a de la stabilité au niveau de l'affection, ils sont en sécurité physiquement, ils ont la capacité de s'autonomiser, d'apprendre. Habituellement, ça va bien pour eux autres, tu sais. Puis, j'ai envie aussi de vous dire, quand j'ai commencé à travailler sur la question de la jeune proche aidante, je suis tombée sur une citation qui, moi, me reste tout le temps. Je la dis tout le temps, je la paraphrase souvent. C'est un chercheur canadien qui disait la jeune proche aidante, c'est des circonstances extraordinaires dans des familles bien ordinaires. C'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est pas quelque chose
c'est pas quelque chose qui nous arrive parce on est outillé. Ça arrive, mais je pense que nos enfants, ils peuvent trouver leur compte là-dedans. Euh, et finalement, la façon dont on va aborder la maladie va avoir un impact positif ou un impact négatif sur eux. Donc, la dernière chose que j'aurais envie de dire, c'est en premier lieu, il faut prendre soin de soi comme personne atteinte pour être le mieux possible parce que ça a un impact sur les gens qui nous entourent. Et si on se place de l'autre côté, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se sent seul ou dépassé dans son rôle de proche aidant? Je dirais, je dirais, hey, je t'écoute, je suis là. T'es pas tout seul parce que souvent, une des choses qui est souffrante, en fait, pour les jeunes, c'est d'avoir l'impression qu'ils sont tout seuls au monde dans cette histoire-là. Je vous donne, je fais un petit détour, je fais un petit détour pour répondre à la question, mais pour vous, tu sais, la jeune proche aidance, c'est vraiment pas un phénomène qui est marginal. Au contraire, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. C'est juste pas connu. Euh, je vous donne en rafale là, des chiffres. En 2012, il n'y a pas tant d'études au Canada, mais il y en a quelques-unes. En 2012, on considérait qu'il y avait presque 2 millions de jeunes proches aidants au Canada qui étaient âgés entre 15 et 29 ans. 3 ans plus tard, les 15 à 24 ans, on considère qu'ils sont 1 250 000 au Canada. C'est beaucoup de monde. Plus proche de nous au Québec, là, il y a une, et puis là, le mot va me manquer, maudit, une, une, pas une recherche, mais un sondage à très grand déploiement, considérait que pour la tranche d'âge 18-24, 7% des jeunes âgés entre 18 et 24 ans au Québec étaient des proches aidants. Ça fait 48 000 personnes. Puis, dernière statistique qui, moi, me frappe tout le temps, on s'imagine une classe au secondaire, au primaire, une trentaine d'élèves. Ben, il y a 3 jeunes par classe qui sont des jeunes proches aidants. On pense que 10 on pense, puis on sait aussi que le chiffre, il est sous-estimé, mais on pense que 10% des jeunes sont des jeunes proches aidants. Ça fait du monde en maudit, là. Donc, j'aurais envie de dire à ce jeune-là, t'es pas tout seul. Il y a plein d'autres jeunes dans ta situation. Euh, L'aide peut être offerte au moment où tu vas en avoir besoin, parce qu'il y en a des ressources. Euh, je lui dirais aussi euh, que la personne qui l'aide présentement, elle a besoin de lui, mais ça se peut que ça soit pas que ça soit pas souhaitable que tout ce soutien-là repose seulement sur lui comme jeune. Donc, la personne qui a aidé peut aller chercher du soutien à l'extérieur, qui a le droit d'avoir des limites, puis qu'il ne faut pas qu'il reste tout seul avec ça, qui peut en parler à quelqu'un en qui il a confiance. Tu sais. C'est ce que j'aurais envie de lui Mm. dire. Et là, on va passer à la deuxième partie, plus dans le soutien au quotidien de ces jeunes proches aidants. Mais déjà, la question que j'avais, c'était comment parler de la maladie à différents âges. Ah, moi, je pense que peu importe l'âge, la clé dans cette discussion-là, ça doit être l'honnêteté, en fait, puis la transparence. La transparence. Comme je vous disais tantôt, votre vie a été chamboulée par le diagnostic. C'est sûr que la leur aussi va être chamboulée. Fait que, tu sais, dans du pratico-pratique, là, puis peu importe naturellement l'âge, quand on parle d'âge, on s'entend que il faut utiliser des mots
il faut utiliser un langage qui va être compréhensif pour différentes tranches d'âge. On va devoir aller valider aussi la compréhension du jeune dans ce qu'on lui raconte. Euh, il va falloir respecter leur rythme aussi. Ça se peut que les jeunes aient envie d'en entendre parler à petite dose, mais bon. Euh, je pense qu'une des clés pour avoir une conversation qui va être satisfaisante d'un bord puis de l'autre, ben, ça va être de préparer cette discussion-là. Ça va aider à endiguer le flot d'émotions qui va arriver naturellement. Naturellement pour tout le monde. Il faut respecter les limites des jeunes, c'est important. Ça se peut que ça prenne du temps avant qu'ils soient capables de formuler des questions. Ils ont besoin peut-être de processer ça dans leur tête, de digérer tout ce qu'on vient de leur dire, puis de formuler ces questions-là. Fait que respecter leur rythme, attendre. Ils vont en avoir des questions, ils vont avoir envie de nous dire quelque chose. Mais je pense qu'il faut laisser un temps de digestion. Euh, je pense que peu importe l'âge aussi, il faut être rassurant, faut donner le plus d'informations possible sur la maladie, sur l'impact. Euh, donc, d'être vraiment factuel, faut être rassurant, expliquer au fur et à mesure aussi ce qui va se passer. Laisser notre porte ouverte, encourager la discussion, mais laisser la porte ouverte. Comme je vous disais, ça se peut qu'il n'y en ait pas de questions tout de suite, tu sais. Euh, Puis être capable d'accueillir les émotions puis les craintes que la maladie vont susciter parce que c'est sûr que ça fait peur. Euh, Ado, jeune adulte, ça parle pas beaucoup, ces petites bêtes-là, mais puis on sait qu'ils ont leur téléphone, souvent leur tablette, leur ordinateur au bout des doigts. Fait que euh, je pense que comme personne, j'aurais envie de m'assurer qu'ils ont des sources fiables pour s'informer, parce que ça se peut qu'ils aillent s'informer tout seuls. Donc, à- ado aussi, parler de la maladie, parler du rôle de proche aidant, qu'est-ce que ça va demander aussi. Je me disais, je pense que c'est important de respecter leur choix, de s'investir ou pas comme proche aidant, hein. On, euh, on le sait, ça arrive souvent vite. Ça arrive rapidement, mais il faut se rappeler que euh, le choix d'être proche aidant, ça devrait, dans le meilleur des mondes, être une décision qui est libre, éclairée et irrévocable. Fait que ça se peut que votre ado, votre jeune adulte fasse, hey, moi, je veux pas en faire trop, je veux pas faire plus. C'est simple, c'est correct qu'ils soient capables de poser leurs limites. Je pense que s'ils s'impliquent comme proche aidant, ils doivent être considérés comme tels aussi. C'est pas juste de l'aide que notre enfant nous donne de temps en temps. Il devient un jeune proche aidant. Il y a un rôle de proche aidant au même titre que les autres personnes de votre entourage. Puis, tu sais, on vient à l'idée de comment on parle de la maladie à différents âges. Ben, vous êtes toujours la meilleure personne pour savoir ce qui va fonctionner avec votre enfant. Donc, utilisez, tu sais, réfléchissez à une stratégie pour ouvrir la discussion. Utilisez vos meilleurs trucs de parents. Faites-vous confiance, puis faites confiance aussi en la résilience, puis à la capacité de compréhension de votre enfant. Si vous avez l'impression que vous n'allez pas être capable de passer au travers de cette discussion-là, ben ça pourrait peut-être être intéressant d'être accompagné là-dedans, être accompagné par un professionnel de la santé, une TES, une travailleuse sociale, une éducatrice spécialisée. Il y en a dans les CLSC, à l'école des jeunes. Ces gens-là peuvent vous aider à planifier cette discussion-là, à vous aider à travers cette discussion-là. Donc, c'est rassurant pour vous, rassurant aussi pour le jeune, là. Puis, en parler.
assurément, faut pas que ça soit tabou. C'est quelque chose qui arrive dans notre famille. Mais je pense qu'il faut aussi continuer à vivre et à avoir du plaisir en famille. Merci. Je vais faire une petite parenthèse parce qu'à Parkinson Québec, on travaille justement sur un nouveau projet qui vise à expliquer la maladie de Parkinson aux enfants et on veut extensionner aussi aux adolescents. Puis dans ce cadre, on aimerait recueillir les points de vue de familles qui sont concernées pour justement créer des outils qui expliquent la maladie. Donc, je vais vous mettre un lien dans le chat si vous voulez contribuer au projet. Je vais l'inscrire, puis vous l'aurez aussi de toute façon après le webinaire, lorsque vous allez recevoir un courriel pour recueillir vos avis sur le webinaire. J'ai aussi indiqué ce formulaire. Donc, ça nous aiderait beaucoup pour justement mieux développer le projet, en fait, que le projet corresponde vraiment à vos besoins, vos questionnements et tout ça. Mais en attendant, je sais qu'il existe des ressources pour les jeunes proches aidants. Puis Valérie, j'aimerais que tu nous partages un petit peu justement les ressources qui vont aider à soutenir les jeunes proches aidants. Oui, puis là, dites-moi, je suis un peu technonouille dans la vie. J'imagine que vous les voyez, hein? Est-ce que vous les voyez? Non. OK, vous voyez rien. OK, OK. Ça veut dire que ça marche pas. Ben, je vais vous en parler, mais sachez que je vais envoyer un petit aide-mémoire pour je vais envoyer un petit aide-mémoire, puis entre autres pour les outils qui sont existants. Donc, vous allez pouvoir vous y référer là, naturellement. Mais Oui. Je vais vous grosso l'envoyer dès que Valérie, tu vas me transmettre l'aide mémoire. Je vais vous, demain matin. ouais, je vais vous l'envoyer. Vous allez également recevoir un courriel avec cette aide mémoire. Comme ça, Valérie, là, tu peux parler des ressources et Oui, puis vous allez pouvoir les consulter par la suite. Pour ceux qui nous regardent depuis YouTube, autant le lien pour contribuer au projet, bon, c'est sûr qu'il y aura une date d'expiration, et autant l'aide-mémoire de Valérie va être mis soit dans l'espace description en bas de la vidéo, soit dans l'espace commentaire. super, merci, Oriane. Donc, pour les outils qui sont existants au Québec puis qui peuvent être vraiment fort utiles, pardon, ben, tout d'abord, hein, on prêche tout le temps pour sa paroisse. Il y a le magazine Care qui existe. Le magazine Care, c'est une collaboration entre le RAM, donc l'organisation pour laquelle je travaille, et Amis Québec, qui s'adresse spécifiquement aux jeunes. Donc, c'est un outil qui veut permettre aux jeunes de se reconnaître comme jeunes personnes proches aidantes, puis qui veut les aider à faire face à leur situation. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très utile pour les jeunes, naturellement, l'idée de se reconnaître puis de prendre soin de soi, mais ça peut être utile aussi pour les parents et les intervenants pour mieux comprendre la réalité des jeunes proches aidants. Puis ça facilite, j'ai envie, quand on a créé cet outil-là, j'avais mon chapeau d'intervenante sociale pas loin, puis je me disais, ben, il faut faire aussi un outil qui va aider l'adulte à ouvrir une discussion avec un jeune ado parce que des fois, c'est dur de les faire parler. Donc, c'est ça, ce magazine-là existe en français puis en anglais. Donc, puis vraiment facile de se le procurer sur le site Internet d'AMI Québec, du RAM, il y a des posters, etc., etc. Il y a aussi le site de Proche Aidance Québec qui est vraiment fort utile où on va retrouver des ressources, des outils spécifiques aux jeunes proches aidants sous l'onglet Jeunes proches aidants et qui s'adressent au milieu scolaire. Euh, Outils qui sont vraiment fort intéressants pour mieux connaître la réalité des jeunes. Donc, ça, c'est un autre outil qui est intéressant parce que on y trouve là, différents conseils, différentes stratégies pour identifier les jeunes proches aidants, puis arriver à mieux les soutenir. Donc, c'est tant dans le milieu scolaire que dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, ça, c'est important pour les intervenants. On a depuis quelques années l'Observatoire québécois de la proche aidance, où on va trouver
des articles scientifiques, des chiffres, de l'information sur la jeune proche aidance, puis sur la proche aidance en général. Prenez vraiment le temps d'aller visiter ce site-là parce qu'il y a plein d'informations vraiment, vraiment utiles. Je vous conseille particulièrement pour mieux comprendre la réalité des jeunes proches aidants, un webinaire sur les jeunes proches aidants qui date d'octobre 2022, qui est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, il y a également aussi une trajectoire interactive sur la jeune proche aidance qui est sur le site présentement. Et là, vous avez le droit à une primeur, mais on a travaillé durant la dernière année. euh, l'Observatoire, le RAM, Proche Aidance Québec, Ami Québec et d'autres partenaires à créer des outils qui, spécifiquement pour les différents milieux scolaires, pour aborder cette question-là, pour que la question des jeunes proches aidants puisse être abordée en milieu scolaire parce que c'est l'endroit le plus facile pour repérer les jeunes, puis l'endroit le plus facile pour les repérer, mais aussi pour les soutenir. Donc, à l'hiver prochain, 4 BD vont sortir avec leur guide d'accompagnement. Une BD qui va adresser la question de la jeune proche aidance quand on est au primaire. Un autre BD pour la jeune proche aidance au secondaire. C'est des outils que les profs vont pouvoir utiliser naturellement. Euh, euh, une troisième BD qui s'adresse aux jeunes adultes, là, Cégep Université. Et puis une BD ainsi qu'un guide d'accompagnement de cette BD-là pour les parents aussi. Parce que une des choses qui fait en sorte que les jeunes ne se reconnaissent pas dans leur rôle, c'est que les personnes qui bénéficient du soutien des jeunes ne les reconnaissent pas comme proches aidants. Donc, euh, c'est difficile de se reconnaître quand les gens autour de nous ne nous reconnaissent pas non plus. Donc, dans les autres outils que j'avais sélectionnés pour vous, Cap Santé mentale et puis le site de l'approche, deux outils qui parlent spécifiquement de la jeune proche aidance et de la santé mentale. Comme je disais tantôt, je me rends compte que le Parkinson peut amener de la détresse psychologique chez les gens qui en souffrent. Donc, je pense que c'est pas bête de prendre aussi cette porte-là et d'aller voir les outils qui sont disponibles pour les jeunes sur ces deux sites-là. Naturellement, il y a Info Aidant que probablement comme proche aidant ou comme personne aidée, vous connaissez, là, donc euh, la ligne de l'appui, où on va retrouver plein, plein d'informations sur ce qui existe autour de nous en termes de ressources puis de services pour les personnes proches aidantes. Et puis finalement, une dernière recommandation, c'est les cliniques aires ouvertes qui sont dans les CLSC, qui s'adressent directement aux jeunes âgés entre 12 et 25 ans et qui sont des cliniques qui veulent faire en sorte de faciliter l'accès aux jeunes à du soutien psychosocial. Donc, toutes les barrières là, compliquées, là, les rendez-vous 3 mois à l'avance, etc., là, tout ça, ça a été enlevé. Donc, si on a un jeune avec nous qui a besoin de soutien quand même rapidement, aire ouverte, puis c'est sûr qu'il y en a un dans votre région, là. Ça peut être une très bonne option. Bah, excellent, merci beaucoup. Je rappelle que ces ressources vont être disponibles dans la fiche aide-mémoire. Pour ceux qui nous regardent en direct, ça va vous être envoyé dans les prochains jours. Et pour ceux qui nous regardent depuis YouTube, ça va être, le lien va être dans la barre de description ou bien dans l'espace commentaire. Une autre question aussi, parce que je pense que ça, c'est une des clés pour aussi
libérer la parole, la communication avec le jeune proche aidant, mais comment encourager l'expression des émotions et des inquiétudes? Euh, Ben, comme je vous disais, je pense que les groupes de soutien peuvent être des espaces qui sont sécuritaires puis rassurants aussi, rassurants pour les jeunes, pour parler de ce qu'ils vivent, en fait, comme jeunes proches aidants. Ça fait vraiment partie des meilleures pratiques quand on parle de la jeune proche aidante, de la jeune proche aidance, puis du support qu'on peut apporter. Donc, d'être dans une gang qui vivent pas mal la même chose que nous, la même réalité que nous, puis avec qui on possède le même langage, les mêmes codes, les mêmes références. Donc, ça, je pense que c'est vraiment winner. Pardon pour l'anglicisme, mais c'est vraiment quelque chose qui est gagnant. Euh, Ces groupes-là sont souvent orientés là, autour de la santé mentale. Ça peut être peut-être, je vous le dis parce que ça peut être une façon de se faufiler. Euh, J'espère donc que ça va être nommé dans le cadre du programme, puis des outils qui vont être montés par Parkinson Québec, d'offrir ce type de groupe-là pour les jeunes, parce que c'est vraiment une très bonne pratique. Sinon, il y a tout le temps le soutien, là, le soutien individuel, le soutien psychosocial qui peut être offert par beaucoup d'organismes qui œuvrent en proche aidance, puis dans les CLSC aussi. C'est vraiment une belle porte d'entrée pour les jeunes, pour qu'ils puissent se déposer puis ventiler sur leur situation. Ça, c'est les deux options qui me semblent intéressantes. Je pense aussi que ce qui peut être aidant, c'est comme parent ou comme proche, en fait, il faut être proactif. Si on attend que notre jeune nous parle, on peut attendre longtemps. Fait que je pense que de choisir un bon moment quand il est dans la bonne disposition, euh, euh, poser des questions qui sont claires, rester confortable avec les silences, les demi-réponses, dire à votre enfant que la conversation est toujours ouverte, que la porte est toujours ouverte pour en parler. euh, ben, ça permet l'expression de ce que le jeune vit. S'il ne se sent pas pressurisé, puis s'il sait que quand il va en avoir besoin, il va pouvoir y aller. Ça aussi, je pense que c'est une bonne façon de garder, de promouvoir cette expression-là. Euh, je leur ai dit encore, hein, des fois, ça leur prend du temps à digérer. Donc, ils ont besoin de temps pour formuler leurs pensées, leurs questions, puis être capable de continuer cette conversation-là. Il faut être créatif aussi. Je ne sais pas, pour ceux qui ont des enfants, des adolescents, moi, je sais que jaser avec mon ado, c'est un peu difficile des fois. J'ai droit à à des réponses monosyllabiques. Donc, il faut être créatif. Utiliser les textos, laisser une lettre, des vidéos, trouver la technique qui va faire en sorte que votre enfant va avoir envie, tu sais, d'en parler. Puis, ça se peut aussi qu'il n'ait pas envie d'en parler avec vous. Puis ça, il faut le respecter. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage, donc de qui votre enfant est proche, puis qui pourrait aller tendre des perches? Euh, c'est ça. Ouais. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup, Valérie. On a fait le tour des questions. Alors, on va terminer le webinaire ici. Merci aussi aux participants d'avoir été présents ce soir. Puis, je réitère mes remerciements, Valérie, pour ton temps et puis ton expertise sur la thématique. Donc, je vous laisse ici. Et pour plus d'informations sur la maladie de Parkinson ou bien pour connaître nos ressources en ligne ou dans votre région, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.parkinsonquebec.ca. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.